Ok. Bonjour, bonsoir à tous. Du coup, bienvenue à tous. Bienvenue sur le média SLK News et Congo na Paris. Premièrement, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Kapinga Sephora Lukoki. Je suis journaliste et fondatrice de la plateforme SLK News. Donc, merci à vous, Deborah Kayembe, d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Thank you. Merci beaucoup. Donc, vous avez été récemment élue en tant que rectrice de l'université d'Édimbourg en Écosse, mais vous êtes également du coup la première femme réfugiée politique, mais également la première femme noire, je dirais plutôt en fait, à être élue dans cette université, la troisième femme. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez été élue dans cette université prestigieuse qui fait partie des 10 meilleures universités d'Europe? Oh, je sentis d'abord une fierté pour moi-même d'abord, parce que vous savez, j'ai traversé des moments très difficiles ici en Écosse les derniers 6 mois. Donc, j'ai réalisé que le travail que j'avais fait a attiré l'attention des personnes qui réfléchissent normalement et qui réfléchissent d'une manière progressive. Alors, c'est un sentiment de fierté, mais immédiatement, j'ai réalisé le fardeau parce que le monde entier a réagi et j'ai réalisé les fardeaux. Voilà. Mais est-ce que vous vous attendez à de telles réactions? Parce que ça a été vraiment comme une vague, énormément de soutien de la part du monde entier, et je dirais également de la communauté congolaise, même du président congolais. Est-ce que vous vous attendez à une telle vague de soutien? Non, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que ça devait avoir un coup très dur en Écosse parce que c'est un pays qui est pour le moment très conservatrice de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent. Et puis, je savais que, parce que partout ailleurs dans le monde, les femmes ont progressé, ils sont sortis dans leur cadre, ils sont allés dans un cadre un peu plus avancé. Mais la réaction que j'ai eue m'a surprise. J'ai été énormément surprise, yes. Mais parce que je sais que vous avez dit un jour dans une interview que ça vous est tombé dessus comme un plateau, vous n'avez pas cherché ça. Bah, comment Non, votre non, nomination non, a non, été choisie? ça n'a jamais été un plan pour moi de travailler à l'université, de faire une carrière académique ou même m'intéresser à ça. Ce sont les individus qui m'ont vu tout au long de mon combat contre le racisme en Écosse et qui sont tous étudiants et travailleurs de l'université d'Édimbourg qui m'ont contacté pour me dire, Déborah, on pense que tu devrais être un bon recteur pour nous. Donc, je n'avais jamais demandé ça. Lorsque c'est arrivé dans mon plateau, j'ai dit, ah, ça veut dire que je peux l'avoir. Alors, on va se battre pour l'avoir. C'est ce que je me suis dit. Et vous vous êtes battu. Et Voilà. on va revenir un peu sur votre parcours. Quel a été votre parcours? Parce que vous êtes aussi vous êtes avocate, activiste du coup des droits de l'homme. Quel est votre parcours, si vous pouvez un peu nous raconter brièvement? De la République démocratique du Congo où j'étais activiste et avocate, donc j'ai pratiqué ma fonction d'avocat dans tout le domaine et mes activités d'activiste de droits de l'homme. Lorsque je suis arrivée en Grande-Bretagne en asile politique, l'asile que j'avais demandé, j'avais voulu continuer ma carrière d'avocat. C'est ce qui m'a bloqué parce que là maintenant c'était difficile venant d'un pays francophone ayant un diplôme francophone et avoir exercé dans un barreau francophone, c'était très difficile d'être accepté en Grande-Bretagne. Ça, c'était la première barrière. Mais de l'autre côté, j'avais cette facilité de l'expérience de combattre pour le droit de l'homme. Vous voyez le contexte congolais qui est un contexte très difficile, très rigide de combattre le droit de l'homme avec un contexte britannique qui est plutôt hypocrite. Ils ne vous attaquent pas, ils ne vous agressent pas, vous pouvez parler librement, mais ils sont très hypocrites parce que déjà, ils ont verrouillé le système et il n'y a rien que vous puissiez faire. Alors, beaucoup de gens ont peur de dénoncer ça. Alors, je pense que mon succès, c'était le fait que j'avais le courage de dénoncer ces choses avec preuve à l'appui. C'était ça mon avantage. Et lorsque je commençais ma campagne, c'était surtout pour les demandeurs d'asile qui venaient et dont leur dossier était toujours annulé, rejeté par le système d'immigration britannique. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui, j'ai compris que le Congo n'étant pas un pays du Commonwealth ou un pays, ça fait un désavantage des Congolais qui venaient demander l'asile ici. Donc pour moi, c'était l'opportunité d'apprendre, de découvrir le système, mais surtout avec la grâce et l'éducation que j'ai reçue en République démocratique du Congo, à lire. Parce qu'on a un problème au Congo, les gens n'aiment pas lire, ils n'aiment pas regarder dans le document et lire ce qui est écrit. C'est une culture qui est plutôt anglophone.
Et c'est un exercice que moi j'ai fait personnellement quand je suis arrivée ici. Donc je me suis investie à connaître l'Angleterre comme si je n'y savais rien du tout, comme un enfant à l'école. Et plus je découvrais, plus avec l'expérience que j'ai eue dans le mouvement des droits de l'homme, ça m'a aidé à avancer rapidement. C'est ainsi que lorsque le barreau anglais refuse ma candidature, ils me disent que votre qualification académique est valable en Écosse. Je suis allée immédiatement en Écosse. D'accord. Donc, je suis allée en Écosse parce que je me suis dit, OK, si déjà ils reconnaissent mon diplôme, cela veut dire que je peux continuer à la seconde étape. Et lorsque j'écris au barreau écossais, ils me disent clairement, soyez la bienvenue, mais à une condition. Il existe trois lois en Grande-Bretagne, la loi qui régit l'Angleterre et les pays de Galles, la loi qui régit l'Irlande du Nord et la loi qui régit l'Écosse. Si vous voulez pratiquer le droit dans le droit écossais, vous devez habiter en Écosse. C'était mon voyage. Voilà. Du coup, c'était la seule condition et ben, vous l'avez acceptée. Et je l'ai accepté parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je suis avocate. J'ai passé mes années à étudier le droit, à pratiquer le droit, à exercer le droit. Est-ce que je dois rejeter ça? Ça n'a aucun sens. Donc, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris une décision brave et très dangereuse, mais ça payait au fond. Exactement, exactement. Mais d'où vous est venue cette passion pour le droit, pour la justice? À quel moment vous vous êtes dit, moi, je veux être avocate, je veux être activiste? Comment est née cette volonté, ce combat? Comme toute fille congolaise élevée dans la famille, tu es destinée à être mariée. Ça, c'est la culture que nous avions, à notre génération en tout cas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'ai quitté. Dans notre génération, c'est que vous devez être... qu'est-ce que je peux dire ici? Oh Dieu Tout-Puissant, pardon. Vous devez être dans la maison, apprendre à cuisiner, être prêt pour votre mariage. Et comme toute fille, j'étais préparée pour ça. Mais je crois que c'est le côté progressiste que ma famille avait adopté lorsqu'on avait de plus en plus de moyens et qu'ils pouvaient donner de l'argent à n'importe qui et donner de l'argent aux filles pour qu'ils aillent étudier. Parce que je me souviens que le père qui m'élevait me disait, quand on est arrivé en graduat, il faut vous arrêter là, parce que si vous allez plus là, aucun homme ne va vous marier. C'était ça. Alors, mais seulement à l'âge de 19 ans, lorsque pour la première fois mes parents me donnent la permission de circuler seule sur Kinshasa. Et je vais dans le quartier de Kimbanseke. Et là où je vois un bébé de 3 ans en train de pleurer, il ne pouvait pas arrêter de pleurer. Je me pose la question, pourquoi ton enfant ne peut pas? Parce qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Wow. J'ai dit quoi? Il n'a pas mangé depuis 2 jours. Mais chez nous, on jette la nourriture. Et même l'argent, on les jette dans la toilette parce qu'on ne sait pas, les gars, on n'a pas de banque. Je dis, attendez, restez ici, je cours, je vais chercher mon argent de poche, je donne à cet enfant-là, à la maman, pour nourrir son enfant. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Et l'autre qui était le plus choquant, vous voyez Mongaliema, là où il y avait Mobutu Sese Seko, il était en ce moment-là, mais juste en bas, il y avait un camp pour les lépreux. Alors, dans ce cas de lépreux, je retrouvais un homme qui n'avait plus ses mains, mais sa pension était coupée parce qu'il ne pouvait plus se déplacer pour aller en ville et chercher sa pension. Et le pauvre monsieur avait la seule fille qui prenait soin de lui, qui avait été violée et jetée. Après l'avoir violée, tuée, on l'a jetée dans la parcelle de lépreux par les militaires de la garde présidentielle. Ah, ça, non. La première des choses que j'ai fait, j'ai pris l'information, je l'ai envoyée aux Nations Unies immédiatement. Ensuite, moi-même, j'ai commencé à aller au centre-ville jusqu'à ce que ces lépreux aient commencé à récupérer sa pension. C'est là que j'ai compris, ah, mais ça, c'est mieux que quoi? Je vais dormir un peu, je me réveille. Oui, bien sûr. C'est là que je suis partie. Bah pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est comment vous avez vu cette opportunité, ce droit à l'éducation, parce qu'en parlant de la journée des droits des femmes, c'est encore un droit qui est privé. Beaucoup de jeunes filles, que ce soit dans de nombreux pays, hein, pas seulement au Congo, n'ont pas accès à l'éducation. Ou beaucoup, sinon, comme vous l'avez également dit, soit quand elles sont trop diplômées, on lui dit bah, « non, tu ne vas pas trouver de mari ». Donc, il y a vraiment un... Ma tante me disait toujours ça. Ah, toi, non, aucun homme ne peut t'épouser. Dans l'autre, en Swahili. Akuna bwana atakuwa wakatashikuwa. Non. Alors, je vais regarder. En tout cas, aujourd'hui, elle est très fière de moi. Mais le droit à l'éducation, je dois les dire. Vraiment, je dois les dire. Vous savez, on avait cette époque Mobutu où les femmes avaient accès à l'éducation, encouragées par le régime Mobutu. Ensuite, on a eu Laurent Désiré Kabila qui a retourné ça un peu, qui commençait à dire les filles ne portent plus de pantalons, les filles retournaient dans la cuisine.
c'est un contraste, vous savez, c'est très difficile. Et quand vous avez des régimes comme ça, qui viennent et qui partent, l'un qui progresse, l'autre qui ramène, ça donne une porte aux parents, avec la conjoncture, de décider est-ce que je dois investir sur cette fille ici pendant que je n'ai pas l'argent pour investir sur la parcelle, des choses comme ça. Et à un moment donné, moi aussi et mes sœurs, on a eu ce problème-là avec nos propres parents. Lorsqu'on est arrivé en graduat, ils ont dit, bon, c'est fini, on ne paye plus. Nous, mes sœurs et moi, on s'est regardé, on ne va plus à l'université, pourquoi il nous reste 2 ans encore? Alors, avec notre argent de poche, en cachette, on a continué à aller à l'université jusqu'à ce que notre père a découvert ça. Il a dit, mais ces filles aiment l'école, je vais prier pour eux. Et la dernière année, c'était l'année la plus difficile parce que Laurent Désiré Kabila est arrivé, on n'avait plus de transport, mon père n'avait plus le moyen qu'il avait. Et c'est notre père lui-même qui va nous mettre dans sa voiture tous les jours, aller à l'université limitée, nous ramener en Binza, aller tout jusqu'à ce qu'on avait terminé. Wow. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment très fier de nous. Oui, il y a de quoi. En fait votre papa a compris en fait cette nécessité. Il a suivi votre désir en fait. Il s'est pas dit non, l'école c'est pas pour les filles. Non, il a vraiment eu cette ouverture d'esprit. Il vous a accompagné en fait dans votre. Il nous a accompagnés d'une manière extraordinaire. Je crois que même aujourd'hui, lorsqu'il regarde derrière, il doit être très fier de lui, en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et surtout que vous venez d'être élue rectrice, c'est une fierté pour le Congo et pour même les femmes, l'Afrique. C'est vraiment une grande fierté. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle page en fait qui s'écrit. C'est vraiment une nouvelle page qui s'écrit et votre parcours incarne quelque part en fait un modèle aussi. Je sais, je viens de recevoir il y a même pas une heure une lettre d'Israël, une petite fille congolaise qui vit en Israël et qui m'a écrit. Elle voulait faire la médecine, maintenant elle veut faire le droit. Elle demande à son père, est-ce que tu peux demander à Madame Kaimbe de m'écrire et de m'encourager, je vais devenir avocat. Ça fait plaisir quand vous avez des lettres comme ça, ça fait plaisir. Exactement, exactement. Et si on revient également sur votre parcours en Écosse, c'est-à-dire que vous avez dit qu'en Grande-Bretagne également, les réfugiés étaient tout le temps, il y avait des annulations au niveau de leur dossier. Et vous êtes arrivé en Écosse et vous avez continué de mener en fait ce combat du coup contre le racisme, ce combat. Et je sais également, comme d'après ce que je lis également, c'est que votre fille a été en fait également victime par une enseignante en fait de racisme qui lui a dit de faire la danse des esclaves. Et de là est née en fait une pétition de votre part. Ouais, mais ça c'était la chose la plus choquante parce que déjà en ce moment-là, ma réputation en Écosse était connue lorsque j'ai lancé le Freedom Walk Campaign, la marche de la liberté. Ça, c'était après avoir été victime des agressions racistes dans ma maison, ok? Et tout le monde sait qui je suis. Et même à l'école, ils savent qui je suis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille va à l'école et la jeune professeure qui est très, très jeune et qui dit, non, mais écoute, on va faire une leçon aujourd'hui à exhiber la danse des esclaves. Mais elle pense qu'elle réagit mieux lorsqu'elle demande à ma fille, Sophie, est-ce que tu veux être esclave ou tu veux être la personne qui frappe sur les esclaves? C'est là que les amis, les enfants même disent au professeur, de quoi tu parles? Nous, on ne participe pas à cette exhibition. Il y a beaucoup de choses à faire que d'humilier Sophie comme ça. Nous, on ne va pas faire ça. C'est une émeute en classe. Donc même les élèves, en fait, ont soutenu votre fille et ont pris position. Ce sont les élèves qui ont pris position et le professeur a commencé à pleurer. C'est dans ce moment-là que quand ma fille vient à la maison et m'explique ça, moi, j'ai trouvé que c'était juste d'être de deux côtés. Du côté de la personne qui était en train de donner la leçon en pensant qu'elle le faisait mieux et du côté de la victime qui était ma fille. Et la seule raison, le seul moyen de corriger ça, c'était d'emmener une pétition au Parlement. La pétition disait tout simplement implanter l'éducation antiraciste dans nos écoles. Former correctement les instituteurs et tous les membres de la communauté estudiantine et faites en sorte que ceux qui commettent le racisme dans la classe soient punis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le racisme à l'école écossaise n'est pas punissable. Il est appelé un comportement inacceptable, mais ce n'est pas punissable devant la loi. Pendant que la loi en entier dit que le racisme, c'est un crime. Exactement. Vous comprenez la différence? Bien sûr. À l'école, les enfants peuvent être aussi insolents sur les autres par rapport à leur race. On ne va pas les punir, on ne va pas les exclure. On dit que c'est un problème des comportements, on va appeler les parents. Mais ce sont les parents qui disent ça aux enfants. Exactement. Eux reproduisent, en fait, tout simplement. Oui. Les enfants ne font que reproduire ce que les parents leur ont dit à la maison. Donc, vous comprenez là où on est. Alors, c'est pour ça que j'ai emmené la pétition au Parlement. La pétition avait
c'est là que tout le monde s'est réveillé parce que presque tout le pays m'a donné un 0. Hein. Ils ont dit une pétition au Parlement, ils vont clôturer ça déjà à la première réception. Parce que généralement, lorsque on reçoit la pétition, c'est qu'ils vont, c'est sans objet, on le ferme. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ma pétition? C'est arrivé, ils l'ont reçu. Après, déjà la réception, c'était un choc pour tout le monde. Après la réception, on renvoie la question au gouvernement écossais de venir au Parlement manu militari pour répondre à cette question. Je crois que c'est là que l'université m'a découvert. Parce que là, ils ont dit, quelque chose est en train d'arriver ici. Quelque chose de faire ici. Donc, c'est ça, la pétition va continuer. On ne sait pas combien d'années ça va prendre, mais moi, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que nous ayons une loi qui protège nos enfants à l'école contre le racisme. Mais surtout que c'est très important, surtout cette formation, que ce soit du côté, comme vous l'avez dit, des enseignants, même en fait de l'institution même, en fait, que ce soit des directeurs, que ce soit vraiment de tout le corps en fait des enseignants, de tout le corps en fait de l'école. Parce que si la tête déjà en fait prend pas en considération, comment le reste en fait va prendre en considération? Absolument. Je pense que ce soit une unité. J'étais vraiment très triste concernant l'institutrice. Malheureusement pour elle, elle est vraiment tombée dans la mauvaise personne parce que moi, lorsque je tape le poing sur la table, je tape, hein, et ça, c'est trop fort. J'ai eu pitié d'elle, mais la réalité est qu'elle ne savait même pas que ce qu'elle faisait était mauvais. C'était ça le problème. Elle ne savait pas. Ça, c'est l'ignorance tout simplement. Donc, il faut éduquer, il faut préparer les gens dans ce qu'ils sont en train de faire. Et est-ce que c'est quelque chose du coup que vous comptez apporter à l'université du coup d'Édimbourg en cette période de crise sanitaire? Ça, c'est la raison, la première des raisons. Vous savez, quand ils m'ont contacté initialement, ils m'ont dit qu'ils voudraient que je puisse devenir recteur. D'abord, j'étais sous le choc. J'ai dit, quoi? De quoi ils parlent ici? Et puis, je leur ai dit, avant que je dise quoi que ce soit à qui que ce soit, est-ce que je peux venir vous voir face à face? Comme ça, vous allez voir que je suis noire. Alors, je vais à cette réunion et je leur dis, la question que je leur pose, c'est pourquoi moi? Et c'est leur réponse qui m'ont convaincu. Ils m'ont dit, le travail antiraciste que tu es en train de faire est respectable. Et pour ça, tu as besoin d'avoir une position de marque. Et cette position va aider ton travail antiraciste de l'autre côté partout. Il n'y a pas mieux que d'être recteur à l'Université d'Édimbourg. Parce que je suis certainement la deuxième personnalité la plus puissante en Écosse maintenant. Donc, c'est ça. En tout cas, félicitations, et c'est tellement inspirant, comme je vous ai déjà dit dans certains messages, c'est très, très inspirant pour nous, notre génération. C'est, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle page qui s'écrit. C'est une nouvelle page qui s'écrit de voir qu'enfin, une personne noire déjà est très haut placée, mais aussi, en fait, sa voix va porter pour la justice, pour la justice, et c'est vraiment très important. La femme est souvent en première ligne de bien des combats, mais c'est aussi en fait beaucoup aussi une victime, c'est-à-dire que ses droits sont bafoués, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit également en termes de violence, elle est souvent en fait la cible. Et pour revenir à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Un film nommé Sema de Ma chérie c'est quoi en 2018 a dénoncé en fait ces violences faites aux femmes et a aussi donné la parole faite aux femmes pour qu'elles puissent raconter leur histoire, mais aussi en fait pour qu'elles puissent en fait également réclamer en fait justice. Quels mots, vous en tant que femme congolaise, vous pourriez adresser à toutes ces femmes victimes, que ce soit au Congo mais dans le monde entier, parce qu'on sait que les violences faites aux femmes c'est également dans le monde entier? Je pense que la première des messages, c'est que la honte, ce n'est pas à vous les victimes. La honte, c'est aux agresseurs. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, les femmes, ne baissez jamais les bras. C'est le message que j'ai toujours envoyé à toutes les femmes à travers le monde. Dans votre parcours, vous allez rencontrer des personnes qui veulent vous soutenir dans votre combat, ceux qui veulent vous décourager et ceux qui veulent vous briser encore plus. Mais accrochez-vous à ceux-là qui sont déterminés à être à vos côtés pour continuer ces combats. Mais ne baissez jamais les bras. C'est très important. Ça, c'est un message que j'ai dit toujours. Ne soyez pas dans cette intimidation ou dans cette honte en disant que j'avais été violée, je ne peux pas venir en public. La honte, ce n'est pas à vous. La honte, c'est l'agresseur. Ce n'est pas vous. Merci pour ce message. Et également, dans une interview adressée aux médias Financial Afrique, vous disiez: si vous êtes capable de réaliser de bonnes choses et de lutter pour la justice en vous oubliant vous-même,
et en mettant la cause des autres en avant, la récompense sera toujours grande. Est-ce que c'est aussi un conseil du coup que vous adressez aux futures générations de pouvoir en fait voir les choses sous une autre perspective? Je pense que c'est la même maladie qu'il y a dans notre pays. Si notre pays n'avance pas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous avons des leaders politiques qui ont regardé à leurs propres intérêts. Et c'est ce qui a détruit ce pays. Et c'est ce qui fait que le pays a du mal à démarrer ou à redémarrer. Quand j'ai dit à Africa, c'était je crois quelques 2 heures après mon élection, c'est ce qui m'est arrivé dans ma tête immédiatement. Toute ma vie, même étant jeune fille, j'ai oublié qui j'étais, mais j'ai pensé à la cause des autres. Je me suis investie pour l'intérêt des autres. Et même si ça m'a pris 20 ans, parce que c'est déjà presque 20 ans que ça s'est passé, aujourd'hui j'ai une grande récompense, alors je suis un témoignage de ça. Si les gens veulent voir quelqu'un qui a oublié, qui s'est oublié soi-même et qui s'est investi dans la vie des autres, qui s'est investi dans la cause des personnes marginalisées et qui s'est investi dans le besoin des autres, et qui par la fin, ces années de dur labeur lui ont apporté une récompense, je suis là. Croyez-moi, croyez-moi. Il faut vraiment croire ça parce que c'est un témoignage vivant. Je suis le témoignage vivant de quelqu'un qui a passé toute sa vie à s'investir sur les autres. Et une fois que vous aurez réalisé ça, une fois que vous aurez arrivé à un niveau où vous avez l'intention du monde comme vous l'avez maintenant, ce n'est plus un problème, ça devient plus facile pour vous. Parce que tout le monde vous regarde d'une manière positive et vous êtes disponible pour tout le monde parce que vous avez un antécédent qui est riche à partager. Exactement. Du coup, pour rebondir encore, quel est l'héritage en fait que vous voulez laisser pour contribuer du coup à ce monde meilleur? Mon héritage sera toujours la paix et la justice. Il n'y aura pas d'autre héritage que ça. Quand les gens regarderont derrière et se souviendront de moi, ils se souviendront des efforts que j'ai faits pour avoir la paix tout autour de moi. J'ai cherché ma paix à moi-même contre ce combat raciste dont j'ai été victime ici en Écosse, mais j'ai voulu aussi partager cette paix avec tout le monde tout autour de moi. Et ça c'est de l'Université d'Édimbourg. Et le fait qu'à chaque fois, il y a eu violation de droits de l'homme, à chaque fois qu'il y a eu, les gens enfreignaient la loi, je n'avais pas un autre discours que justice. Si quelqu'un brise la loi doit être là pour le réprimander et la justice doit être rendue aux personnes qui ont été lésées. Ça, c'est ma legacy. Ma legacy, moi, c'est justice et paix. Parce que ça marche de pair, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Tout simplement. Et en cette journée du coup des droits des femmes qui est du coup le 8 mars, quel est votre dernier mot à toutes ces femmes du coup qui vont regarder ces vidéos et ces hommes également? Mon organisation Full Option, cette année, nous avons choisi d'honorer nos mamans. Vous savez, oui, il y a des femmes, mais des femmes qui sont devenues mamans parce qu'ils ont donné la vie, parce qu'ils ont élevé des enfants qui ne sont pas leurs, parce qu'ils ont adopté des enfants. Et ils ont fait toutes ces actions dans un rôle principal d'être des instruments de paix dans leur foyer, dans leur communauté, dans leur pays. Nous rendons hommage à nos mamans pour ce qu'ils ont fait, pour la paix qu'ils nous ont donnée à nous, leurs enfants, et qui a fait de nous ce que nous devenons aujourd'hui. C'est ça le message pour moi. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à tous et vous pourrez retrouver cette interview sur le média SLK News ainsi que Congona Paris. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous et merci à vous, Déborah Kayembe, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sephora. Que Dieu te bénisse. Merci.